Bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui pour le 11e live de SF Connexion Sport. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Rachid, Kevin, Irwin et Gauthier. Je vais laisser se présenter juste après. Donc moi, c'est Florent Serafini, vous commencez à me connaître, gérant de SF Connexion Sport et entraîneur de basket, notamment sur les sélections départementales et sur les jeunes catégories. Voilà. J'en profite pour vous dire qu'hier, on a eu un live avec Marie-Ève Paget, donc qui sera marraine du camp que nous organiserons en 2021. Mais aujourd'hui, parlons plutôt de nos encadrants. Et je vais laisser commencer Kevin pour se présenter. Alors, bonjour à tous, Kevin Chapelle, salarié de la Ligue de Normandie, entraîneur du pôle espoir féminin et assistant également sur l'équipe du Havre en NM1. On va enchaîner avec Rachid. Rachid Méziane, actuel coach de Villeneuve d'Ascq, Lille Métropole, en Ligue féminine et assistant de l'équipe de France féminine depuis 2014 auprès de Valérie Garnier. Gauthier. Bonjour à tous, Gauthier, j'étais assistant depuis 2 ans en EMA à Vitré. Et on termine avec Irwin. Irwin Schneider, coach à l'ASVEL féminin sur les 18 et assistant NF1 du centre de formation et passé avant par Léon Chalon. Alors merci à tous d'avoir accepté l'invitation. Juste avant de démarrer le vif du sujet, on va avoir un petit teaser de la société qui va être lancé par notre technicien Kevin. Kevin, c'est à toi.
Alors nous revoilà en direct, donc après ce petit teaser, ce long teaser. Et on va démarrer avec la première question avec Irvine. Quelle serait ta définition de l'assistant? Ma définition de l'assistant, je dirais de la clairvoyance, du recul, de la prise d'information et de l'adaptabilité par rapport au coach. Voilà, pour moi, ce serait la vraie définition de l'assistant. Ok, Gauthier? Moi d'abord, je ne mettrais pas comme prénom, comme nom assistant. Moi, je mettrais toujours adjoint. Parce que on met toujours staff technique. Donc pour moi, si on met assistant, c'est qu'il y a un petit côté péjoratif. Donc moi, je mettrais adjoint. Et après, un mot pour résumer, je mettrais simplificateur. Je pense que l'assistant ou l'adjoint, comme on dit, il a pour vraiment simplifier le travail du coach, pour vraiment avoir aussi un petit recul, parce que quand on est sur le banc, quand tu es assistant et quand tu es coach, ta vision elle n'est pas la même. Quand tu es adjoint, tu as un petit recul. Quand tu es coach, avec la pression, tu vois pas forcément tout ce qui se passe. Donc on est vraiment là pour simplifier et anticiper en fait le travail du coach pour vraiment le simplifier la vie. Ok, Kevin? Bah, je rejoins un peu les deux. Gauthier a raison, il faut qu'on soit simplificateur pour le coach. On doit être force de proposition aussi pour toujours apporter un regard extérieur, essayer de proposer des choses aux coachs différentes et pas de le remettre en question, mais de toujours apporter des solutions un peu différentes pour qu'ils puissent faire un choix et avoir un éventail de possibilités un peu plus élargi. Et après, Erwin a raison, il y a plein de qualités qui sont nécessaires pour être assistant ou adjoint, comme dit Gauthier, mais je pense que il faut avoir aussi une spécialité. Il faut apporter un plus au coach. Le coach, il va avoir le terrain à gérer. Et si on a une spécialité, on va maintenant beaucoup de diplômes différents sur la vidéo, ces choses comme ça. Il faut avoir un petit plus pour apporter ce qui manque dans le staff, quoi. On est vraiment complémentaires. Ok, et toi, Rachid? Ouais, je pense qu'on aura le temps de développer le sujet, les fonctions précises d'un assistant, mais une définition simple, et bon, il y a des choses qui ont été dites qui sont super intéressantes, mais c'est en effet un rôle de facilitateur, c'est avoir de la bienveillance auprès de son entraîneur, de son groupe de joueurs aussi. Moi je rejoins Gauthier sur le fait c'est pas un terme que j'emploie, moi, emploie trop assistant, mais je suis plus dans un terme d'adjoint aussi, parce que ça amène un management un peu plus horizontal que celui vertical, on va dire, de coach et assistant. Et voilà, c'est un entraîneur adjoint, un collègue qui est là pour accompagner un coach et une équipe à performer. Voilà. Voilà, et qui doit être après force de proposition selon ses compétences et selon aussi les attentes du coach principal. D'accord. La seconde question, c'est dans quel contexte aujourd'hui vous êtes adjoint ou assistant, peu importe le terme que vous voulez employer, comme vous voulez, et combien de séances par semaine vous avez à gérer avec les coachs? Irvine? Nous, comme on fonctionne en centre de formation, le groupe s'entraîne tout le temps ensemble, que ce soit U18 Espoir, elles sont tout le temps ensemble. On a très peu de séances où c'est séparé, juste une. Donc je dirais 8 à 9 séances en tant qu'assistant, en sachant que je m'occupe de tout ce qui est travail individuel la plupart du temps. Donc c'est les séances que je prends un peu plus en main avec des groupes restreints. Et sinon sur les entraînements dits collectifs, je suis vraiment que adjoint, donc je m'occupe de la partie opposée de ce que veut faire le coach. Et voilà, pour moi, de mon côté. Kevin? Moi, du coup, cette année, c'était un peu particulier, vu que j'ai les deux postes, je suis sur le pôle espoir et j'interviens aussi au Havre. Donc cette année, j'étais beaucoup sur le travail à distance, sur le scouting de l'adversaire, sur préparation enfin, tout ce qui est analyse, en fait. Et pour la saison prochaine, je serai sur 3-4 séances par semaine minimum. Donc après, ça dépend en fonction de l'emploi du temps. Et moi, vu que c'est pas ma fonction principale, je suis obligé de jongler un petit peu avec les deux. Ok, Gauthier? Après, t'as plusieurs, ça dépend du coach, mais assistant, t'as autant, on va dire, de rôles d'assistant que t'as de coach. T'as des coachs qui vont dire, moi je veux un assistant pour faire un peu comme Irvine du travail individuel. T'as des coachs qui vont dire, moi je veux un assistant pour mettre les plots par entraînement, il fait que ça. T'as des coachs qui vont dire, moi je veux un assistant pour faire que de l'analyse vidéo, de scanner les portes sur papier, les playbooks, tout ça. T'as des coachs qui vont dire, moi je veux un assistant que pour... t'as plein de façons d'avoir un assistant, donc tout dépend en fait de ce que le coach va te laisser comme liberté et comme droit, on va dire, au niveau de l'équipe. T'as des coachs aussi qui vont dire, l'assistant, il va rien faire dans le match, il va juste prendre des stats. Tout dépend en fait de ce que le coach il veut faire.
Moi, j'ai eu plein de coachs. J'ai eu, je pense, autant de rôles que j'ai eu que de coachs. L'année dernière, avec Mike Gonzalez, j'avais eu beaucoup de rôles, on va dire beaucoup d'importance, on va dire au niveau de la défense, parce que je m'occupais vraiment de ça, quoi. Mike, il montrait un peu ce qu'il voulait, et après, il s'en occupait pas du tout. C'est moi qui devais intervenir sur les joueurs. Cette année, j'avais plutôt un rôle, on va dire, d'analyse vidéo, de scan report, de playbook et de montage vidéo que d'assistant. Après, sur le terrain, quand il y a des matchs, tu te lèves, tu dis ce que tu vois sur le coach, sur les intentions, sur ce que tu as vu sur les vidéos, parce que tu as quand même beaucoup de boulot, on va dire, extérieur au terrain que beaucoup de personnes ne voient pas. Parce que le rôle d'un assistant, c'est ça, c'est tout ce qui est travail de l'ombre et qui n'est pas sur le travail direct, on va dire, sur la caméra, sur les yeux, quoi. Donc il faut vraiment donner aussi, comme a dit Kevin, il faut donner aussi un avis pour faciliter un peu le travail du coach, quoi. Donc il y a beaucoup de rôles, on va dire, sur l'assistant. Toi, Rachid? Bah, moi, j'exerce cette fonction au sein de l'équipe de France et pour moi, c'est le job d'adjoint, entraîneur assistant, c'est un job à plein temps, au même titre que celui du coach. Donc il est pour le quantifier, bah, c'est nous dans le cas de l'équipe de France, c'est les 2 séances quotidiennes, quand on a les 2 séances quotidiennes, et puis c'est tout le travail qu'on peut faire avant, entre les séances, après les séances, et même des fois très tard dans la nuit, parce que moi j'avais la fonction principale de concevoir les scouting reports de nos adversaires, de dégager un petit peu, d'analyser le projet offensif de l'équipe adverse, et tout ça. Tout ça, bah après il faut monter les vidéos, il faut les proposer. En plus de proposer des vidéos, c'est aussi proposer des stratégies éventuellement défensives ou autres. Donc c'est un travail à plein temps. Donc le nombre de séances, il est égal au nombre de séances, on va dire, pratiquées par les joueuses. Hein. Avant de rebondir sur ce que Gauthier a dit par rapport au rôle et aux tâches qu'un adjoint peut accomplir, on a une question de David Duché à qui on passe le bonjour, qui est un fidèle de nos lives. Quel est en majorité le travail de l'adjoint? Exemple, le travail vidéo, l'attaque, la défense. Bah ça, Gauthier y a répondu. Ouais, je pense aussi. Hein. Donc Parce David, que ça dépend des coachs. Ça dépend des coachs. T'as des coachs qui vont dire, moi, je m'occupe pas de la défense, tu t'en occupes. Et généralement, c'est ce que les coachs y font, parce que les coachs, ce qu'ils veulent, c'est des points, quoi. Ils veulent mettre des points. J'ai rarement vu un coach dire, assistant, tu prends tout l'attaque, quoi. Parce que souvent, la défense, c'est de l'envie. C'est de l'envie, c'est pas vraiment des stratégies. Il y a beaucoup plus de part d'envie dans l'engagement du joueur que la stratégie, quoi. Moi, c'était surtout David. Le point commun de la majorité, parce que je veux pas dire de tous les entraîneurs adjoints, c'est le travail vidéo. Je pense que le travail vidéo, c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui est réservé, on va dire, à l'entraîneur adjoint. Même si moi déjà en tant que coach, je m'en occupe aussi un petit peu, mais c'est vrai que c'est la tâche, on va dire, la plus commune parmi les assistants. Irvine, tu voulais réagir? Ouais, par rapport au rôle, pour revenir un peu à ça, ça dépend vraiment des coachs. Je pense qu'il y a des coachs sur une ancienne génération. Je trouvais que les coachs s'occupaient beaucoup de l'attaque et te laissaient un peu, comme tu disais Gauthier, la défense. Sur la nouvelle génération, comme ils ont envie de montrer qu'ils y arrivent en tant que coach, je trouve que c'est plus un peu, on prend l'opposé de ce qu'ils font à l'entraînement. Ils laissent un peu plus de liberté. Il faut toujours rester dans les principes, évidemment, que le coach définit. Mais moi, je me suis déjà cette année occupé de l'attaque comme occupé de la défense. Après, je suis d'accord avec Rachid et Gauthier et Kevin, c'est qu'on fait énormément de vidéos. C'est l'axe de ce qu'on fait la plupart du temps, quoi. En tout cas. Alors, David nous pose une seconde question. Du coup, comment créer une bonne relation coach-adjoint en sachant que parfois, le coach n'a pas choisi son adjoint? Kevin? Bah, comment créer une bonne relation? C'est comme toute relation. Il faut mettre les choses à plat. Il faut que le coach précise ses attentes et l'adjoint, bah, tu dois t'adapter. Enfin voilà, c'est des relations humaines après. De moins en moins, je pense que le coach ne choisit pas son adjoint. Il a quand même de plus en plus son mot à dire et tu peux ne pas avoir la même vision du basket. Quand t'es avec un coach, eh ben, tu dois aller dans le même sens. Donc, c'est être force de proposition en privé, mais en public, c'est soutenir son coach et faire une seule image et voilà, avancer ensemble et pas
et surtout pas tirer contre son coach ou contre son adjoint, quoi. C'est, en privé, on a le droit de pas être d'accord, mais derrière, il faut tirer dans le même sens. Moi, je pense Rachid? Ouais, Ah, non, vas-y Irvine, vas-y Irvine. je pense que c'est surtout une question d'échange. Comme disait, si t'es pas d'accord, ça arrive de pas être d'accord, mais c'est d'être tout le temps en constant échange avec la personne, même pendant l'entraînement où tu comprends pas quelque chose, être capable d'échanger en disant voilà, là j'ai pas compris, il t'explique, et ça montre une certaine solidité entre le staff. Donc je pense que c'est important. L'échange est pour moi est l'essence même d'une bonne relation adjoint-coach. S'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'intérêt, à mes yeux. Rachid? ouais, non, je voulais dire que la relation que tu dois avoir avec ton assistant, elle est comme celle que tu dois avoir avec tes joueuses ou tes joueurs. C'est être dans la transparence. Je veux dire, une joueuse a besoin de savoir pourquoi elle est là, quelles sont les attentes du coach, quel est son champ d'action, le cadre dans lequel elle doit travailler. Et je pense que ton entraîneur adjoint, il doit aussi le savoir. Et c'est déjà à partir de là que tu crées une relation une relation de confiance. Après, quand tu as été assistant et que tu deviens coach principal, tu as tendance à éviter, en tout cas, de reproduire les erreurs que toi, tu as soit subies ou vécues. Et moi, en l'occurrence, voilà, j'essaie de responsabiliser mes adjoints, mes collègues de travail, afin de leur donner une responsabilité et de les rendre utiles. Je pense que de rendre déjà les personnes avec qui on travaille utiles, c'est déjà un gage de confiance. Tu n'attribues pas des responsabilités à n'importe qui, et le fait de le faire, eh ben, c'est un gage de confiance. Après, des coachs des coachs adjoints qui ont des philosophies différentes, ouais, pourquoi pas. Bon, le mieux, c'est quand même d'avoir des gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Maintenant, s'ils ne le sont pas, ça peut être bénéfique d'avoir un esprit un peu critique. Maintenant, il faut que ça se fasse avec de la bonne manière, comme le disait un peu Kevin, c'est-à-dire que voilà, on génère pas de conflits en public, il y a des choses à régler en privé, et puis je pense que des fois ça peut faire émerger des points communs bien plus forts, c'est-à-dire que ne pas être d'accord avec quelqu'un, débattre dessus. Moi, je suis pas d'accord sur tel point, toi, t'es pas d'accord sur le même point, et du coup, dans la discussion, on va essayer de trouver un point commun qui va rendre ce point commun bien plus fort. Donc, il faut pas que l'assistant soit là pour dire oui, 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 et amène à tout ce que s'il dit le coach. Voilà. Par contre, il y a un contexte de travail qu'il faut respecter pour éviter voilà, de faire imposer un groupe, un staff technique et j'allais dire même de façon plus générale une équipe, quoi. Coaché? Je reviens un peu ce qu'avait dit Rachid. Pour moi, surtout, c'est que la relation avec le coach et l'assistant se fait beaucoup, on va dire, on va dire dans tout ce qui est extra, avant entraînement, après entraînement, avant match, après match. Qu'est-ce qu'on va faire sur ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un dialogue. Il y a un dialogue. Soit il est extrêmement professionnel et dans ce cas, il n'y a que une relation professionnelle et il n'y a pas autre chose. Soit il y a vraiment une relation, on va dire, amicale avec le coach et dans ce cas, c'est ce qui est je pense un peu plus facile de discuter avec un coach avec qui on s'entend bien qu'un coach avec qui on n'en a pas trop forcément les mêmes avis au niveau du basket, les mêmes orientations, les mêmes principes. Voilà. Après, comme a dit Rachid, c'est quel va être le champ d'action que le coach va laisser à l'assistant. Est-ce qu'il va dire non, t'as le droit à ça, et dans ce cas-là, t'as le droit d'intervenir sur ce que t'as laissé, et là, il revient pas du tout sur ce qu'il a dit. Ça, c'est possible. Après, tu as des coachs qui vont dire moi, je veux un assistant qui me remet tout le temps en question dans le bureau en disant pour être sûr de ce qu'il a fait, c'est le bon choix, pour vraiment avoir un dialogue, un débat, presque un débat sur les choix. Soit tu as des coachs qui vont dire moi, je veux pas un assistant qui me fasse des débats, qui me fasse douter. Moi, je vais être sûr de ce que je fais. Et si j'ai un assistant qui commence à me dire est-ce qu'on ne ferait pas ça, ça me convient pas. Je dis tu as autant de façons d'être assistant que de la façon de coach. Tout dépend de ce qu'il va te laisser, comme a dit Rachid, ton champ d'action. Voilà, c'est ça. Maintenant, forcément, après le coach, souvent, il vient avec son assistant. Parfois, l'assistant, il a signé 2 ans, le coach, il a signé 1 an, et puis basta, et le coach, il faut qu'il fasse avec l'assistant, quoi. Sauf si c'est un coach très très riche, un club très très riche, et qui vend l'assistant, et qui paye la dernière année, quoi. Oui, et puis après, Alors, on est. dans quel esprit, Vas-y, Rachid. dans quel esprit tu es quand tu es entraîneur adjoint et que tu remets en cause? C'est-à-dire, quelle est ton intention de départ? Est-ce que
Est-ce que tu es constructif? Est-ce que tu es contre-productif? Et dans quel intérêt tu fais ça? C'est-à-dire, bien sûr qu'on a le droit de pas être d'accord, mais pourquoi tu le fais en fait? Si tu le fais pour être d'accord et générer une situation de conflit qui va être peut-être difficile à désamorcer auprès déjà entre les deux individus, coach et adjoint, et après au niveau de ton groupe. Donc, voilà, voilà, il faut être vigilant par rapport à ça. C'est pour ça que quand tu as la possibilité de choisir ton entraîneur adjoint, c'est important de bien le choisir, hein. C'est ça. Surtout, ce qu'il faut oublier, c'est que le premier qui va être mis sur la ligne de mire, c'est le coach, hein, c'est pas l'assistant. J'ai eu un coach qui dit c'est pas ma faute, c'est mon assistant qui m'a dit de faire ça. Après, ce qui est vraiment important, c'est là où Gauthier a un peu mis le point dessus, c'est que faut pas qu'on sorte, s'il y a des choses qui sont définies dès le début de saison, et ben qu'on n'en sorte pas, quoi. Il ne faut pas changer de discours selon ce que tu ressens ou le résultat, tout ça, quoi. Si tu as décidé qu'avec ton assistant, il fait tel point, tel point, tel point, et que ça fait la maille, il faut pas changer parce que tu es en doute avec tes résultats. Je trouve que c'est un truc qui peut mettre en porte-à-faux l'assistant, qui peut lui créer une frustration. En fait, je pense que l'important du coach, comme c'est généralement quelqu'un d'un peu plus expérimenté et un peu plus confiant, qui a un meilleur ego de lui-même, et quelqu'un l'adjoint n'est pas forcément quelqu'un qui... Bah pour moi, dans ma part, j'ai commencé en étant adjoint, en étant jeune coach, donc ça a été quelque chose où il a fallu que je me sente valorisé dans le travail, et je pense que c'est important de valoriser son adjoint, comme que le coach crée une certaine loyauté avec son adjoint. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais si le coach valorise son adjoint, l'adjoint aura forcément une sorte de loyauté envers son coach. Je trouve que c'est important. Après, Rachid a raison. Si le débat il est là pour dire je te casse du sucre, tu as tout le temps tort, et moi je dis que j'ai tout le temps raison, il n'y a pas d'intérêt. L'assistant, il n'est pas là pour ça. Il est là pour questionner, mais pas pour changer. Et à la fin, ce sera toujours le coach qui est le choix final. Mais il faut qu'il y ait des échanges. Je pense que c'est, encore une fois, c'est pour moi le plus important. Et moi, je dirais même plus, toi, tu parles que l'assistant est là pour questionner. Moi, je pense qu'il doit même pousser au questionnement, sans rentrer dans à chaque fois être contre, à vouloir critiquer, mais voilà, être dans le questionnement ou pousser au questionnement. Ouais, c'est bien, on fait ça, mais est-ce que et proposer quelque chose d'autre, être force de proposition, ça veut dire voilà, on fait ça, mais est-ce que si on fait ça, on serait meilleur ou pas? Et comme ça, le coach, il a deux, trois visions différentes et lui fait le choix qu'il estime le plus important. Mais je pense que l'assistant, il doit vraiment être capable de proposer des choses différentes. Alors c'est pris, c'est pas pris, mais après il faut l'accepter, il faut être capable d'accepter. Ben, j'ai fait des propositions, le coach en a pas tenu compte, et ben c'est lui, ça reste quand même lui le boss. Comme a dit Gauthier, s'il y en a un qui saute, c'est lui. Donc voilà, c'est être capable de dire moi je fais mon travail, je suis derrière lui, je le soutiens, je fais des propositions. Lui il décide ou pas de les appliquer et comme ça ce sera constructif. Alors on a deux questions d'internautes. Donc la première c'est Clément Salé, donc qu'on salue. On a mis une petite parenthèse. Clément s'occupe également de Lynx Performance. Alors du coup, on a sur l'habillage que vous verrez sur Facebook, il y a la petite affiche là, un petit logo avec le nom. Il pose comme question: est-ce qu'un adjoint peut avoir plusieurs casquettes au sein d'une équipe sans forcément en avoir les compétences, notamment pour la vidéo, la préparation physique, la préparation mentale? Gauthier? Bah, pour moi, si on va dire un adjoint, il est là que pour parler basket. Pour moi, après, ça dépend. T'as les coachs qui ont fait un DU à côté, ou un autre diplôme comme DE, PB ou un diplôme préparation mentale. Et pour moi, l'adjoint, on va dire, il est là que pour parler basket. Si il veut un préparateur physique, pour moi, ça va être en plus. Je vois mal un assistant faire préparateur physique et assistant en plus. Faut vraiment qu'il ait deux. Je pense que le basket professionnel va au moment s'orienter là-dessus. Je pense que au niveau du basket, on est encore vraiment très très loin. Dans du rugby ou du foot, ou au foot, par exemple, tu as un préparateur physique pour les gardiens, un PP pour les attaquants, un PP pour le milieu, un PP pour les défensifs. Pareil pour le rugby, tu as un préparateur physique pour les ailiers, pour les piliers, pour les demi-ouvertures, tout ça. Donc, pour moi, franchement, si tu n'as pas le diplôme de préparateur physique et que tu veux faire la préparation physique, je pense que l'assistant se met en danger. Parce qu'en plus, s'il y a risque de blessure, parce que tu fais mal ton travail ou parce que ton travail n'est pas, on va dire bien programmé, parce que tu n'as pas forcément le diplôme pour ça, et que si un joueur se blesse, il va forcément se retourner face à l'assistant qui justement n'a pas le diplôme. Alors que s'il y a un préparateur physique qui a le diplôme, tout ça,
on va dire c'est la blessure, c'est comme ça, c'est la vie, malheureusement, quoi. Kevin? Ouais, après, je rejoins Gauthier. L'idéal, ce serait d'avoir un spécialiste de la vidéo pour la vidéo, un spécialiste de la préparation physique pour la préparation physique. Et comme ça, l'adjoint, ben, si moi je suis plus penché sur l'attaque, ben, je prends un adjoint qui a plus des penchants défensifs. Et comme ça, on a 4 têtes et on peut tout blinder correctement. Après, le problème, c'est qu'il n'y a pas encore le moyen en France de le faire. Il y a des clubs qui commencent à l'avoir. Mais c'est sûr que dans l'idéal, la préparation physique doit être faite par un spécialiste. Si on reprend le risque de blessure qu'évoquait Gauthier, c'est la santé des joueurs, des joueuses, et avec des grosses blessures, tu peux pénaliser une carrière et une saison. Donc l'idéal, oui, c'est sûr d'avoir un préparateur physique et un spécialiste vidéo. Mais malheureusement, quand on voit sur les championnats, bah, l'assistant est obligé de se faire un petit peu toutes ces choses-là. L'échauffement pour les athlètes, la prépa physique, la vidéo, les scoutings de l'adversaire et tout ça. Et au final, il a une charge de travail qui est conséquente. Je suis pas sûr, par exemple, je suis pas sûr, par exemple, excuse-moi, je suis pas sûr, Vas-y, Gauthier. je suis pas sûr qu'aux Warriors, par exemple, en NBA, il y a un mec qui a double casquette. Je suis pas sûr qu'il y a un mec qui fait vidéo et préparateur en même temps. Quand tu vois, par exemple, à Barcelone, que sur les matchs de Barcelone ou Real de Madrid, il y a 7 personnes en costume, quand même, sur tous les matchs. Alors qu'en pro, je suis désolé, je pense que même Rachid, en Ligue féminine, il n'y a pas plus de 2 assistants par match, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment C'est pas encore il y a donné. vraiment un réel de moyens vis-à-vis de. Il y a une tendance à élargir les staffs, mais en effet, on n'a pas encore aujourd'hui les ressources pour pouvoir le faire. C'est ça. Mais- Donc, Après, Florian, tu réponds à la fois à ta question, parce que si j'ai bien compris, la question, c'est est-ce que si j'ai pas les compétences, est-ce que je peux avoir plusieurs casquettes? Ben non, tout simplement. Si t'as pas la compétence de préparateur physique, moi je veux bien entendre qu'un assistant avec ses compétences de technicien et un diplôme de préparateur physique, il peut exercer la double fonction, mais s'il n'a pas la compétence de préparateur physique, je veux dire, c'est comme pour rejoindre Kevin et Gauthier, c'est nuire à l'intégrité physique de tes joueurs, et donc en aucun cas, il faut prendre ce risque-là. Voilà. Quand tu es entraîneur, tu dois pouvoir on va dire, associer un peu de préparation physique dans ton basket, mais via certains exercices, mais en aucun cas, il faut mettre, excusez-moi le terme, mais des imposteurs dans des rôles qui ne leur sont pas adaptés, quoi, tout simplement. Irvine, toi? Bah, moi, je pense qu'un infirmier, il n'est pas docteur, qu'un docteur, il n'est pas infirmier. Donc, chacun a son rôle dans un staff. Moi, par exemple, je pourrais pas venir empiéter sur un préparateur physique parce que j'ai quelques connaissances, mais je suis pas diplômé là-dessus. Je pense que là où je rejoins un peu tout le monde, c'est que chacun a ses compétences. La capacité d'analyse vidéo, elle est proche du basket parce que c'est capable d'analyser quelque chose. Donc même s'il y a un diplôme, je trouve que c'est plus facile de se permettre d'avoir cette compétence-là, si à force de travail. Mais non, prépa physique, prépa mentale, pour moi, c'est des spécificités qui sont tellement importantes dans le sportif en général que tu peux pas venir intervenir et marcher sur ces plates-bandes. Moi, je pense que même d'ailleurs en tant que coach, je suis même pas sûr que je mettrais un nez dans la prépa physique, quoi. Si tu as un prépa physique, tu le laisses faire, il t'explique ce qu'il fait, tu es d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, tu n'as pas à venir à surpasser le mec qui est là pour sa compétence. Ou sinon, tu le fais toi-même. Et après, comme tu dis, c'est à toi qu'assumeras tes responsabilités en arrivant sur ça. Après, je pense que nos internautes, ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est aussi, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir des préparateurs physiques, c'est quelles solutions ils peuvent avoir. Et ce que je disais, c'est aujourd'hui, tu as des formes de travail dans le basket qui permettent de faire de la préparation physique, même si tu n'as pas de préparateur physique. Là, tu prends moins de risques à proposer ces formes de travail-là que de mettre quelqu'un qui n'a pas la compétence de préparateur physique, quoi. C'est sûr. Après, on est dans un métier où l'échange et le réseau est important. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut les faire fonctionner. Et du coup, de contacter un préparateur physique, de lui demander des situations qui permettent de travailler ça si tu n'en as pas dans ton club. Je pense que c'est là où l'échange, où les relations sont importantes, encore une fois. Non, écoute, Ok, merci. C'est un peu le principe de notre métier. Je veux dire, c'est pas parce qu'on court 15 minutes par jour qu'on est préparateur physique. Notre métier, il y a 1500 personnes qui viennent nous voir, tu as 1500 coachs.
Donc si nous, d'un côté, on dit pas, moi je fais 15 minutes de prépa de PPG où je vais à la muscu, pousse un peu de fonte, je m'auto-octroie le fait d'être préparateur physique. Donc, dans ce cas, c'est valider le discours des gens qui sont dans les tribunes, qui jugent un peu notre métier en disant, bah, eux aussi, c'est pareil, ils connaissent un peu le basket, donc ils sont coachs. C'est un peu la même chose. Tu peux pas dire à un mec qui est dans la tribune, qui connaît un peu le basket, qu'il est coach. Il sait pas ce qu'on a fait toute la semaine avec les gars. Il sait pas quelle stratégie on a mis en place. Maintenant, si toi, tu te dis à côté, moi, j'ai fait 15 minutes de footing et je suis préparateur physique, ou j'ai fait un peu de formation à mon DE et que je suis préparateur physique, juste pour pas être à la rue quand le préparateur physique te parle, ça ne t'octroie pas le fait d'être préparateur physique. C'est juste pour pas être à la rue. Et après, chacun reste dans son milieu, quoi. Totalement. On a une question d'Anthony Ladric qui est adhérent à SF. Salut Anthony. Bonjour à tous. Est-ce que vous pensez que l'adjoint doit avoir une relation plus proche avec les joueurs que le coach principal et quel doit être son rôle dans la relation coach-joueur? Rachid? Oui, 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 oui et non, mais je pense que une des qualités recherchées et attendues chez un entraîneur adjoint, c'est de l'empathie. Voilà, et c'est avoir cette capacité un peu à s'identifier, j'allais dire, aux joueuses, aux joueurs, afin de mieux ressentir les choses et surtout les ressentir pour les faire remonter Peut-être son rôle dans la relation. à l'entraîneur principal. Donc oui, il y a. Mais est-ce que plus ou moins, j'en sais rien. Mais ce qui est pour moi sûr, c'est que l'entraîneur adjoint, il doit avoir cette qualité-là, être vraiment dans l'empathie, afin de voilà de. Puis les joueuses, elles iront plus facilement vers l'entraîneur adjoint pour faire remonter des informations, pour parler un peu de leur ressenti que vers l'entraîneur principal. Après, moi, pour avoir travaillé à la fois avec des joueuses françaises et des joueuses étrangères, il y a des cultures qui sont complètement différentes. C'est-à-dire, les joueuses étrangères, le coach, il est là pour manager l'équipe, pour coacher, quoi. Tout le reste, c'est le rôle de l'entraîneur adjoint. C'est-à-dire que l'entraîneur, il est pas là pour prendre les rebonds, après les séances d'entraînement ou avant les entraînements. Il est vraiment là que pour coacher les parties, on va dire, les situations de jeu collectif ou le match. Donc c'est vraiment culturel, quoi. Culturel. Les Américaines et Australiennes, c'est beaucoup comme ça, quoi. Elles te font pas appel. Moi, je me suis posé des questions en des moments. J'ai dit, mais pourquoi elles viennent jamais te solliciter pour prendre les rebonds, pour passer la balle, pour qu'elle puisse faire sa séance de tir. Et en fait, elle t'explique que c'est pas le rôle du coach, quoi. C'est pas le rôle du coach principal. En tout cas, partout où elles sont passées dans leur club WNBA et dans leur club australien, par exemple, pour citer ces deux nations, c'est pas comme ça que ça fonctionne là-bas, quoi. On revient après à une question de moyens, Rachid, là-dessus. C'est que nous, on n'a pas ces moyens. Et donc, pour toi, c'est plus naturel de venir faire ça. Je veux dire, je le vois à l'Asvel garçon. Je peux te dire que Mitrovic, il est pas venu prendre beaucoup de rebonds, hein, même pas du tout. Hein, parce il a des assistants, il a la place pour le faire. Nous, toi, peut-être, c'est quoi, vous êtes deux, trois, tu es obligé pour que ton fonctionnement marche bien. Ouais, non, mais que nous on le fasse, ça fait partie je veux dire, de certaines de nos habitudes, mais la joueuse n'a pas le réflexe, si tu veux. La joueuse n'a pas le réflexe de voir et dire, ouais, tiens, coach, ou quand tu lui proposes, elle te dit, non, non, je vais attendre que l'assistant soit libre, quoi. Mmh. Kevin, quel regard toi tu apportes sur les questions d'Anthony? Bah, je suis totalement d'accord avec ce qui s'est dit. L'adjoint doit faire la liaison un peu entre le coach et les joueurs-joueuses. Comme Rachid l'a dit, il y a des personnes qui sont pas forcément à l'aise pour aller parler avec le coach. Ils se lâchent plus facilement avec l'assistant. Donc, c'est ça, c'est permettre de faire le lien aussi, d'être le relais entre les deux. Et pour rejoindre ce que disait aussi sur les joueuses étrangères, c'est que là-bas, bah voilà, l'adjoint, c'est vraiment, il a sa mission, il est là pour faciliter le coach. Le coach, il vient, il sait qu'il pense basket, il pense à son collectif, à tout ça. Et derrière, tout ce qu'il y a autour, c'est pas lui qui gère. Ses assistants sont là pour gérer le truc et ils ont des responsabilités en début de saison qui leur sont données, ou gérer ça. Et ils facilitent au maximum la vie du coach. Et toi, Gauthier, qu'est-ce que t'en penses? Pareil, je rejoindrai un peu Rachid là-dessus. C'est l'adjoint, il est vraiment dans l'écoute. Il est vraiment être dans l'écoute avec les joueurs. C'est lui qui va faire un peu le step tampon entre les joueurs et le coach, soit dans le plus ou dans le négatif. Il doit vraiment être dans l'écoute et vraiment soit calmer le jeu
positivement ou négativement, on va dire, que quand les joueurs, enfin, je parle sur le ressenti des joueurs, quoi, surtout sur ça. Vraiment dans l'écoute. Parce que comme on dit, hein, le coach, il est pas là pour prendre les ressentis, le coach, il est là pour jouer. Normalement, le coach, il a pas trop, normalement, il a pas trop d'état d'âme. Si t'es bon, tu joues, si t'es pas bon, tu joues pas, quoi. Ok. Et Erwin, comment toi, tu as été recruté à Lyon et par qui? Ça a été un coach, un dirigeant qui t'ont recruté? Moi, c'est le coach du centre de formation qui m'a recruté. Parce qu'on s'était rencontrés lors d'un CIS et on avait échangé. J'étais en fin de contrat à Chalon. Je savais pas quel était mon avenir un peu là-bas et on avait échangé. Et puis Chalon, je sentais que c'était compliqué de me garder. Puis j'ai eu l'appel qui m'a un peu fait du bien parce que je ne savais pas trop quoi faire et l'appel est arrivé. J'ai eu beaucoup d'échanges avec le coach en réunion, avec un peu l'explication du club, tout ça, et puis après avec les dirigeants. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Après, dans mes recrutements, tu vois, à Chalon, quand j'étais assistant, la première année où je suis devenu assistant des cadets de France, c'est parce que le mec qui devait le faire ne pouvait pas le faire. Et donc, du coup, moi, jeune coach, force de proposition, j'ai voulu un peu remplir ce rôle-là, à m'imposer, c'était pas dans mes missions, et je me suis imposé ça en plus dans mes missions pour, euh, pour avoir une arc en plus, une corde en plus à mon arc plutôt. Et puis voilà quoi. Et puis après sur les cadets France avec Jean-Paul Besson, on se connaissait un peu de loin avant. Et quand il est arrivé au club, il voulait quelqu'un qui connaissait le club parfaitement. Et c'est comme ça que j'ai été recruté. En fait, chaque fois, ça a été le coach, l'échange du coach, et après validé par les dirigeants, mais toujours le coach. C'est c'est plus simple comme ça, j'ai l'impression. Parce que si les dirigeants te recrutent, tu sens un peu comme une épée de Damoclès. Le coach ne peut pas être serein si l'assistant a été recruté sans ton aval ou sans un échange, tu vois, avec toi avant. Je pense. D'accord. Et toi, Gauthier, comment ça s'est passé? À Vitré, c'est mon ancien coach qui a appelé le coach de Vitré pour me dire que je recherchais quelqu'un, donc il l'avait appelé directement. Donc on a fait la route ensemble pour se présenter. Et le coach savait. Il m'a toujours dit, il m'a dit le fait que ton ancien coach fasse la route avec toi pour te présenter, c'est que vraiment t'as dû bien impressionner ton coach. Donc c'est ça qui l'avait plu. Et après sur la deuxième année, quand le coach il est parti, c'est les dirigeants qui m'ont gardé. Parce qu'il y avait un fonctionnement un peu spécial du club où j'étais, donc il fallait forcément quelqu'un pour expliquer un peu au nouveau coach comment ça fonctionnait, quoi. D'accord. Et toi, Kevin? Moi, c'est le coach, c'est Hervé Coudray, avec qui je connais depuis quelques années, qui m'a pas mal conseillé jusqu'à présent. Et là, du coup, le fait que je sois arrivé en Normandie il y a maintenant 2 saisons, on était proches. La fin de saison dernière, son assistant, avec qui il avait fait une super saison, a dû rentrer pour des raisons personnelles en Espagne. Du coup, il cherchait il avait déjà plus ou moins quelqu'un. Et dans l'été, on a discuté, ça s'est fait comme ça naturellement. Et au début, vu que j'avais un autre emploi, il a proposé des petites missions. Et au fur et à mesure, on a travaillé de plus en plus ensemble. Et voilà, et là, ça va être un tuteur pour moi pour mes prochaines formations et tout ça. Donc, c'est venu petit à petit, mais c'est le coach, c'est directement avec le coach, ouais, c'est pas les dirigeants. Ok. Et toi, Rachid? Voilà, comme mes confrères, c'est le coach qui te choisit. Après, vis-à-vis de la fédération, tu postules, donc tu fais partie de candidats et après Valérie Garnier te sélectionne ou pas selon ses besoins, tes compétences aussi. Donc ouais, c'est un choix de technique, quoi, on va dire, c'est un choix de coach. Ok. On a une question de Frédéric. Bonjour à tous. Pouvez-vous nous dire comment vous vivez au quotidien votre place d'assistant? Kevin? Comment je la vis au quotidien? Déjà, un rôle d'assistant, on peut pas le quantifier, c'est du 24 sur 24. Après, encore une fois, pour moi, c'est super enrichissant parce que je suis sur une division que je connaissais pas forcément en tant que coach avant. Donc, avoir la chance d'être avec un coach comme Hervé Coudray, au quotidien, j'apprends, quoi. C'est ça, je découvre, je suis orienté et c'est une bonne place. Moi, je le vis très bien. Si je réponds à la question comment je le vis, c'est très bien. C'est une chance d'être là. Je pense que beaucoup de monde aimerait avoir un poste d'assistant en N1. Après, c'est sûr que si on écoute les discours, on rêve tous d'aller plus haut, de toutes ces choses comme ça, mais c'est vraiment un poste intéressant et je me sens pleinement épanoui dedans. Irvine? Moi, je vis dans un truc de fou un peu. J'ai commencé avec l'académie, donc c'était un truc qui n'existait pas, que tu connais pas forcément et que tu apprends au quotidien.
Après, moi, je le vis comme une expérience. Chaque chose, de toute façon, que je vis, je le vis comme une expérience, mais là encore plus avec ce qui se passe à l'ASVEL en ce moment, avec le progrès. Mais ouais, chaque fois est une expérience qui me permet de m'enrichir. Il y a toujours des moins et des plus. Il faut retenir les plus et apprendre des moins. C'est le plus important pour moi. Gauthier? Bah, tu as deux façons de voir les choses. Soit tu as une très bonne relation avec le coach, dans ce cas, tu as une très bonne relation humaine. Soit tu n'as pas une bonne relation avec le coach, dans ce cas, on va dire, tu es professionnel, quoi. Il y a pas de plaisir et tu fais vraiment ton boulot, quoi. Après, pour rejoindre un peu Erwin, moi je pense que même dans le négatif, tu as des choses à reprendre. Parce que tu as forcément dans ce que tu vois, ce que tu as vécu, des choses que tu vas reprendre. Donc même si c'est négatif, tu fais ça au moins, je sais qu'il ne faut pas le refaire. Donc quoi que tu fasses, tu auras forcément des trucs à retenir. Il y a des choses que tu peux reproduire et des choses justement qu'il ne faudra pas reproduire. Et là-dessus, donc, soit tu prends du plaisir, dans ce cas il y a une bonne aventure humaine avec le coach, soit tu prends pas de plaisir, dans ce cas tu es professionnel, tu fais le job, quoi, c'est tout. Ok. Et toi, Rachid? Moi, je vais essayer de répondre en une seule phrase et qui pour moi est essentielle quand on est entraîneur adjoint. C'est que tu es là pour donner. Tu es là pour donner, tu n'es pas là pour recevoir. Donc à partir du moment où tu donnes et que tu n'attends pas de recevoir, même si on sait que tu reçois à un moment ou à un autre, je veux dire, ton job, tu le fais bien et tu es épanoui dans ton travail. Voilà. Après, oui, ben, forcément, les relations avec les gens font que elle peut être bonifiée, ta fonction peut être bonifiée ou moins bonifiée, mais n'empêche que si tu es là pour donner et pas recevoir, je pense que l'expérience est toujours bonne. Moi, je jongle entre ma fonction de coach et ma fonction d'entraîneur adjoint. Quand j'arrive en équipe de France, je suis là pour donner. Voilà, je suis là pour donner, je suis pas là pour recevoir. Après, à un moment ou à un autre dans notre travail, il est utile. Je veux dire, il est réinvesti sur le terrain. Voilà, c'est la reconnaissance qu'on peut avoir. Mais si tu es là pour donner, il y a pour moi aucun problème. Tu t'épanouis dans ton travail. Il n'y a pas de, comme on dit, ouais, le rôle de l'assistant, c'est un rôle ingrat, tout ça, tout. Moi, j'ai jamais vécu ça comme ça, quoi. Puis, moi, c'est peut-être particulier parce que je suis assistant en équipe de France et que j'ai la chance de côtoyer des très bons coachs, des très bonnes joueuses et de côtoyer aussi d'autres coachs de d'autres nations et de voir beaucoup de choses. Mais n'empêche que, voilà, c'est juste pour peut-être compléter la définition de l'assistant. Si tu es là pour donner, pas pour recevoir, tu n'as jamais de surprise, de mauvaises surprises en tout cas. D'accord. Erwin, tu as Clément qui te pose une question. Est-ce que finalement la plus grande qualité d'un adjoint, ce n'est pas l'adaptabilité? Oh que si, oh que si, tu dois t'adapter tout le temps. Et je trouve intéressant ce que dit Rachid, le fait de dire qu'il faut que donner. C'est vrai, moi au début ça a été mon problème en tant que jeune coach d'être frustré de ne pas recevoir. Et une fois que tu te mets en tête que en fait quand tu es assistant tu vas que donner, et ben ça te permet d'avancer beaucoup plus facilement dans ton travail. Et l'adaptabilité, je pense que c'est même l'essence même de l'assistant, hein. Faut toujours s'adapter aux gens qu'on met en face de toi, hein. Si t'es buté, têtu et que tu veux rester toujours sur tes positions, tu ne peux pas être assistant, je pense. Adjoint, je vais pas être péjoratif envers Gauthier et Rachid. Dans mon expérience personnelle, à chaque fois que j'ai été assistant de 4 entraîneurs, donc de Mathieu Chauvet, qui est actuel coach de Charnay-Macon, de Corinne Benintendi, qui est une ancienne joueuse et coach à Montbrison maintenant, d'Aldo Corno, coach italien, et en équipe de France de Valérie Garnier. Je veux dire, j'ai toujours fonctionné avec ce leitmotiv-là, c'est-à-dire que je suis là pour donner, quoi. Et ça m'a pas empêché aujourd'hui d'être coach en première division, et en tout cas de devenir un coach principal. Et voilà. Contrairement à peut-être d'autres qui sont mal intentionnés, qui ont des ambitions un peu démesurées, voilà, donc bon, c'est un petit message. Qu'ils le deviennent, mais qui resteront pas longtemps, quoi. C'est ça que tu... Non, mais voilà, on peut réussir en étant assistant et, comme je le disais, donner et on reçoit, à un moment ou à un autre, on reçoit. Il ne faut pas chercher à recevoir avant de donner, quoi.
C'est clair, on est d'accord là-dessus. Gauthier, Kevin, vous validez? Validé. Validé. Nickel. Est-ce que vous partagez aujourd'hui la même philosophie que votre coach, Irvine? Non, pas vraiment. Pas vraiment, c'est quelqu'un qui a fonctionné longtemps dans cette philosophie. Moi, j'ai connu autre chose et ça a été intéressant. Au début, ça a été un choc parce que tu t'attendais pas à autant de différences, c'est ce que j'ai vécu. Mais c'est hyper intéressant parce que tu apprends d'autres choses, quoi. Tu vois les choses différemment. Après, je pense que, tu vois, quand tu es bon assistant et tu dois apprendre de tout le monde, tu dois, comme on disait tout à l'heure, t'adapter à cette philosophie-là. Ne pas te changer complètement parce qu'il y a des trucs qui sont ancrés en toi et je pense que tu dois pas l'enlever, mais t'adapter à ce que veut le coach. Surtout ce que j'appelle les fondamentaux. Il y a des trucs où le coach ne dérogera jamais et tu dois être en accord avec ça. Même si tu n'es pas d'accord, tu dois le faire parce que c'est ces fondamentaux et tu dois pas en sortir. Et, euh, et voilà, c'est ça pour moi qui est le plus important. C'est de pas sortir de son cadre, rester toi-même mais ne pas sortir du cadre. Et donc, non, je suis pas la même philosophie, mais je l'accepte pour le travail, quoi. Ok, Gauthier? Bah non, parce que t'es pas une copie conforme de ton coach. Comme je disais avant, il y a des choses que tu prends pas. Il y a des choses que tu es d'accord ou t'es pas d'accord. Il y a des choses que le coach t'a amené, t'as réfléchi, tu fais ah peut-être que là il a raison, ou peut-être que là il a pas raison, ou que c'est pas son truc, ou que tu maîtrises pas et que t'as pas envie de le faire. Donc t'es pas là pour être là. Je veux dire, c'est parce que tu regardes Messina que tu vas être un deuxième Messina, donc ou que tu vas faire forcément ce que va faire Messina. Tout dépend après du public ou des joueurs que tu as, et du niveau que tu es pour faire après ta philosophie. Tout va dépendre après de ce que tu veux faire. Tous les coachs, ils commencent quand ils font une intervention, on va dire, avec cadre technique, ils font toujours la même phrase. Ce que j'ai dit hier, c'est pas la même chose que je vais dire aujourd'hui, c'est pas la même chose que je vais dire demain. Donc forcément, tout ce que le coach va te dire cette année, tu sais pas forcément ce qui va être vrai pour toi demain, quoi. Mais il y a des choses que tu peux reprendre pour aujourd'hui, ou inversement. Ok. Et toi, Kevin? Moi, je dis que je suis avec deux philosophes déjà, là, entre Erwin et Gauthier. Non, moi, oui, je partage en partie la vision du coach. Après, comme a dit Erwin, et c'est juste, il y a des bases. Il y a des bases. Bon, moi, j'ai la chance d'être avec un coach et sa base pour lui, à lui, c'est le travail. On peut dire ce qu'on veut, c'est que c'est un acharné de travail et tout ça. On partage un petit peu, même si je suis loin d'être à son niveau de ce côté-là, mais on partage un petit peu cette envie de travailler, de faire les trucs un peu plus en profondeur. Donc forcément, quand on a les mêmes bases, un peu les mêmes idées, ça aide à avoir un dialogue derrière. Et après, comme dit Gauthier, on peut ne pas être d'accord sur tout, mais si sur les fondamentaux, on a la même orientation, ça simplifie grandement la relation coach-adjoint. Après, les fondamentaux, tu as forcément les mêmes choses. C'est plus après les choix stratégiques ou tactiques qui vont être différents, surtout, je pense. Ouais. Je veux dire, n'importe quel coach va dire un driving de fond, il y a une ouverture à l'opposé. Il n'y a pas un coach qui va dire un driving de fond. Ah oui? Ouais, puis moi, quand je te parle de fondamentaux, je te parle pas basket. Je te parle, quand je dis fondamentaux, c'est les fondements dans les bases. Tu vois, il y a des coachs qui vont être plus orientés comme ça, sur la manière de gérer l'équipe et tout ça. C'est sur les idées principales, si tu partages les mêmes, c'est beaucoup plus simple que derrière sur les petites idées, même si t'es pas d'accord, tu arrives à trouver un terrain d'entente. Après, pour tout ce qui est basket, on sait très bien qu'il y a des coachs à tout niveau qui vont proposer des choses entre guillemets révolutionnaires, qui marchent pas, mais voilà, ils testent et ils essaient de faire avancer le truc, quoi. Ok, Rachid? Moi, je pense qu'il y a de moins en moins de points de divergence entre un entraîneur et un entraîneur adjoint en tout cas, parce que de plus en plus, Kevin parlait de partage, et moi j'ai envie de dire de plus en plus, on construit les choses avec son adjoint. Il y a, pour une fois de plus, citer une de mes expériences, il y a 12 ans, il y a 10 ans, quand j'étais assistant, j'étais même pas au courant de qui on allait signer dans l'équipe, quel profil de joueuse et tout ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas c'est mon cas, c'est plus le cas. Aujourd'hui, l'entraîneur adjoint, il fait partie à l'intersaison de tes réflexions par rapport à la construction de ton équipe. Voilà, il est même plutôt actif parce que tu lui demandes d'aller chercher des informations sur les éventuelles joueuses que tu veux signer. Donc il y a de moins en moins de divergences parce que
tu te construis la philosophie avec lui en fait. Et j'ai envie de te dire, c'est même à ce moment-là, c'est sur ces périodes d'intersaison-là que tu dois, tu dois profiter, si tu veux, de ces moments-là pour avoir le maximum de points communs ensemble, pour en avoir le moins de points différents, en tout cas de divergence dans la saison. La question est intéressante, bien entendu, si on n'a pas la même philosophie que le coach principal, parce que si on a la même philosophie, c'est voilà, la boucle elle est bouclée, quoi. Moi, ce qui est important pour moi quand les philosophies sont différentes, j'aime bien ces termes, c'est savoir respecter des savoirs comportementaux. Voilà. Au-delà de ses qualités de technicien, de tacticien. Ou même de bons préparateurs physiques, tout ça et tout, c'est de respecter des savoirs comportementaux vis-à-vis de mental, voilà. Et je sais pas qui l'a évoqué tout à l'heure, mais il y a un mot qui est important pour moi, c'est le mot de la loyauté. Voilà, je veux dire, à un moment, ton entraîneur adjoint, il te doit, C'est Erwin. tu dois de la loyauté. Ouais, c'est Erwin, donc la loyauté, ça c'est la base. Ouais, c'est la base, c'est un élément très, très important et essentiel dans l'interaction que doivent avoir en tout cas deux individus. Voilà, donc après c'est même si j'ai pas la même philosophie, ben je dois savoir appliquer les consignes de l'entraînement dans les situations que moi je mets en place et c'est savoir voilà mettre en place les techniques qui sont attendues de l'entraîneur. C'est rester organisé, méthodique, c'est plein de choses, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de conflits entre les entraîneurs et les entraîneurs adjoints parce que les choses elles sont construites ensemble maintenant en amont des saisons. Oui, parce que l'assistant est plus considéré, il a un rôle plus important. C'est vrai qu'avant, on avait ce terme assistant, on mettait une personne comme ça et c'était le sale boulot. Et maintenant, c'est vrai que les assistants, c'est une véritable plus-value. Et les coachs se sont rendus compte qu'en étant avec un staff élargi, ils peuvent avoir le petit plus qui peut faire la différence. Donc, c'est sûr que ça tend de ce côté-là. Et plus tu vas impliquer, plus tu as de toute façon, plus tu as de versions différentes, plus tu peux, plus tu as de regards différents, plus tu peux faire le choix, quoi. Faire de choix. Et si tu choisis, tu construis ton projet de jeu et tu construis comme ça avec une remise en question que tu ne peux pas forcément avoir quand tu es tout seul. De toute façon, ça c'est le rôle d'adjoint, c'est étoffé au moment où les coachs se sont un peu plus intéressés au managériat. Il y a eu un truc dans les années 2000, j'ai l'impression dans les années 2000, où les coachs se sont orientés à regarder un peu les managements d'entreprise, ce qui se faisait pas trop avant, où l'entraîneur il était un peu bête et méchant, et puis l'adjoint il était à côté, il tapait dans la main, quoi. Et je trouve qu'à partir du moment où les coachs sont un peu regardés de ce qui se faisait dans le managériat d'entreprise, du coup derrière ils ont beaucoup plus valoriser leurs assistants et essayer de chercher à les mettre en avant sur leurs compétences, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Tu regardes, il y a peu de coachs où les assistants étaient des vrais coachs basket, quoi. Les super mecs qui arrivaient à utiliser le magnéto parfaitement et qui arrivaient à capter un peu l'analyse et qui n'avaient pas ce truc basket, c'était pas des entraîneurs. Maintenant, de plus en plus, tu as des entraîneurs qui sont assistants. Voilà, donc si ton adjoint, il fait partie intégrante dans ta conception de tes différents projets, que ce soit un projet technique, je veux dire, offensif, défensif, Kevin parlait de valeurs aussi, si voilà, on se met d'accord sur les valeurs qu'on veut véhiculer au sein de l'équipe. Voilà, donc tu as de la cohésion technico-tactique, tu as de la cohésion après relationnelle. C'est ce qu'il faut obtenir. Et même si cette personne-là n'a pas la même philosophie que toi. Après, comme je le disais, on peut être critique, mais il faut rester constructif. Ok. Est-ce que maintenant, Gauthier, tiens, tu peux nous partager une de tes expériences en tant que coach, entraîneur assistant, là, entraîneur adjoint, avec un coach ou avec un groupe, comme tu veux, ou les deux. Qu'est-ce que tu veux comme renseignement, par exemple? Excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que tu veux comme renseignement? Non, je veux simplement que tu nous donnes une petite anecdote. Anecdote? Ouais, ou une saison, tu vois, un événement marquant de ta carrière d'entraîneur assistant. Normalement, tout ce qui reste dans le bureau, quoi. Donc, je vais pas te dire ce qui se passe dans le bureau ou dans le vestiaire, quoi.
Ah bah écoute, pas de souci, Irvine. Alors moi j'en ai deux, une qui me concerne et une autre que j'ai entendu parler et qui m'a fait beaucoup rire. La première, ce qui me concerne, c'est le travail que j'ai eu la chance de faire avec Jean-Paul Besson et Romain Chenot, que en tant que jeune coach, où au début ils m'ont pas laissé un peu, ils m'ont mis un peu, ils m'ont protégé, ils m'ont pas laissé trop intervenir, et puis à la fin où je pouvais prendre des entraînements entiers sur un groupe Cadet France et où ils m'ont laissé en tant qu'assistant même coacher parce qu'ils m'ont laissé partir sur les championnats UNSS et j'ai eu l'occasion de faire championnat du monde du coup. Et c'était un long travail et de longue haleine avec grâce aux deux coachs qui t'accompagnent et comme on parlait d'une grande loyauté, beaucoup d'échanges et beaucoup de travail ensemble quoi. C'était hyper gratifiant. Et le deuxième c'est des amis à moi qui m'ont raconté ça à l'époque d'Orléans où Philippe Hervé coachait, où il avait deux assistants, François Perronnet et Jean-Christophe Roy, qui sont maintenant deux coachs de Pro B. Et quand il était assistant, Philippe, il partait dans les tribunes et il laissait faire l'entraînement des assistants. Et les gens, quand ils rentraient dans la salle, ils savaient pas où il était. Et je trouvais ça top qu'un coach manage ses deux assistants et les mette en avant sur les entraînements. Et je l'ai vu un peu en début de saison quand je suis passé à Chalon. Il le faisait aussi avec Romain Chenot et Max Paco et je trouvais ça hyper intéressant. Hyper intéressant de voir fonctionner comme ça. Donc, voilà. Kevin? Ouais, moi, ce sera plus une petite anecdote un peu marrante où je me suis fait chambrer. En fait, j'étais en charge du scouting de l'adversaire, donc je faisais un scouting avec les informations sur les joueurs de l'équipe adverse. Et il y a eu un blessé, il y a eu un changement dans la semaine juste avant le match, donc en voulant changer rapidement, j'avais changé la photo, changé le nom du joueur et tout ça, son profil, mais j'avais pas changé les caractéristiques. Donc en fait, il y avait une grosse erreur au milieu du truc et le coach l'a vu, donc dans la séance vidéo avant le match, quand les joueurs avaient ça, il leur a mis un petit coup de pression en disant vous n'avez pas lu, il y a une grosse erreur et puis derrière il m'a fait croire que j'étais viré, tout ça, il m'a bien chambré pendant 2 jours et voilà, mais c'était marrant, voilà, c'était on a travaillé en staff, on était plusieurs dans le staff et le fait qu'il y ait cette erreur, bah, ça nous a encore plus rapprochés, on sait qu'on se chambre un petit peu, on se taquine, on échange beaucoup et voilà, c'est vraiment une relation presque amicale dans le staff et cette petite anecdote m'a bien fait rire sur la saison. Au final, il n'y a pas eu de conséquences parce on a gagné derrière. Il aurait dû te virer, moi, je pense. Voilà, bah, j'ai eu de la chance. Il ne veut pas le virer, il est bénévole. C'est pas faux. Et toi, Rachid? Bon, une petite histoire. Moi, c'est plutôt l'expérience la plus horrible que j'ai pu vivre en tant qu'assistant. Je citerai pas le nom du coach qui m'a fait ça, mais j'aurais préféré vraiment ne rien faire. Si tu veux, il m'a pris par l'avant-bras, il m'a mis sur le terrain et j'étais devenu un piquet humain et que les filles devaient me contourner dans un exercice pour voilà, en l'occurrence un exercice de contre-attaque et alors qu'on avait tout le matériel nécessaire au bord du terrain pour me remplacer par un piqué quoi, tu vois, donc ça m'a pas fait rire sur le coup, mais Ouais. et avec du recul ça me fait rire de dire que j'étais un piqué humain, voilà. Moi, je souhaite pas aux filles que je sois un piquet humain, ça serait trop dur à contourner. Ouais. Et je n'ai pas facile à contourner non plus. Non, mais après, Alors, j'ai connu 4 expériences complètement différentes d'assistant avec Mathieu, ou très pédagogue, et j'ai beaucoup appris justement à ce niveau-là, quoi, toute la pédagogie, l'entraînement, tout ça. L'exigence technique surtout, on parlait des fondamentaux tout à l'heure, mais l'exigence technique, j'ai vraiment beaucoup appris à ses côtés. Après, Corinne Benintendi, sur l'équipe pro, ce qui m'a impressionné, c'est le volume de travail, que peut s'infliger un entraîneur et par la force des choses aussi un entraîneur adjoint. L'intensité, sa philosophie défensive, j'ai beaucoup appris aussi à travers sa façon de travailler. Et parce que Corinne Benintendi, c'est qui peut le plus, peut le moins. Donc nous, on était toujours dans le plus, tu vois. Et après, Aldo Corno, il est beaucoup dans le management, moins dans la technique tactique, mais voilà, j'ai appris aussi. Je suis monté en compétence à ce niveau-là aussi grâce à cette expérience-là. Et puis après, Valérie Garnier aujourd'hui en équipe de France, c'est un mélange de tout ça. Voilà, c'est un mélange de tout ça. C'est à la fois de la pédagogie, du management.
des stratégies, même si le contexte est différent, parce qu'on est sur des compétitions qui sont plus courtes, on n'est pas sur des saisons qui durent des mois, mais voilà, donc essayer de tirer des enseignements à chaque fois de chacune de mes expériences. Tirer des enseignements, c'est savoir comment je peux réinvestir les choses et aussi des fois accepter de dire non, ça c'est quelque chose que je ne referai pas. D'accord. Est-ce que le coach vous laisse souvent l'échauffement ou des parties d'entraînement? Si oui, lesquelles? Et par rapport à ça, est-ce que vous avez une situation d'échauffement favorite? Gauthier? Moi, cette année, en début de saison, j'avais les échauffements, après, je les ai plus eu. Donc, échauffement, j'avais beaucoup de ludique. Il fallait beaucoup que je fasse de situations par rapport au thème d'entraînement, quoi. Donc, après des situations d'entraînement, c'était beaucoup, moi, on commençait d'abord sur demi-terrain et après tout terrain, quoi. Avec deux principes. Un premier demi-terrain, on voyait une première option offensive. Et deuxième demi-terrain, on voyait une deuxième option offensive. Et après, à la fin, c'était souvent un peu de 5 contre 0 ou de 4 contre 0 pour faire un peu de rythme sur du jeu rapide, quoi. D'accord. Et pour mes internautes qui regardent là, est-ce que tu as une situation donnée là que tu pourrais rapidement décrire de manière à ce qu'ils puissent peut-être s'inspirer de ce que tu fais sur l'échauffement? Bah, c'est toujours, on va dire, sur le demi-terrain, il y a un quart de terrain qui fait soit du jeu intérieur, soit du pick and roll sur du 2 contre 0. Le quart de terrain, c'est sortie de balle, montée de balle. Et après, on va dire, le côté, c'est soit on fait du drive avec de l'ouverture sur du relation intérieur-extérieur ou extérieur-extérieur ou extérieur-intérieur. Et après, on refait sortie de balle de l'autre côté et après, on parle sur le demi-terrain et on fait autre chose, quoi. Et c'est toujours ce même principe. Un petit demi-terrain où on fait une sorte de carré ou de fontaine, un truc basique, quoi. Et après, à la fin, un truc un peu plus ludique pour réchauffer un peu le cerveau. Et après, sur la trame situation, un peu de tout terrain pour chauffer le cerveau et les jambes, quoi. Ok. Erwin? Moi, je fais tous les échauffements avec comment dire, les contenus sont donnés par le coach, soit ludiques, soit non ludiques. Tous les échauffements, j'essaye de varier, j'essaye de pas faire les mêmes. Là, cette année, je crois que j'ai dû faire qu'un exercice 2 fois, donc je suis plutôt content. J'ai essayé de bien composer mes échauffements. Je vais beaucoup en chercher sur Internet. Ceux qui ont Phase Draw, il y a une super base de données avec plein d'échauffements et tout, donc je vais chercher là-dessus pour pouvoir les approprier et puis les adapter à ce que je veux. Donc, je peux pas te donner de situation précise parce que j'en ai pas, mais j'ai fait ouais, cette année énormément d'échauffements. Et c'était pas un truc qui me plaisait avant en tant qu'assistant, et cette année, ça m'a plu de le faire. Chercher le défi de surprendre les joueuses chaque fois. Ok. Kevin? Ben moi, sachant que j'étais pas vraiment sur les séances d'entraînement cette saison, j'avais pas d'échauffement en charge, des choses comme ça, et voilà. Donc moi, c'était vraiment axé cette année sur l'analyse de l'adversaire, le scouting vidéo, ces choses-là. Donc pas de situation référence non plus d'échauffement. Ok. Et toi, Rachid? Nous en équipe de France, c'est Grégory Alain qui s'occupe des échauffements parce qu'il a l'habitude de gérer des grands groupes et comme on est souvent en préparation, un groupe important de joueuses, donc on lui laisse cette tâche-là et qui mène très bien. Et après, nous, on est plus utilisé sur nos spécificités ou sur le travail par poste avec Olivier Lafargue. Après moi, en club, ça m'arrive de prendre en charge quelques échauffements, bien entendu. Moi, j'ai du mal à mettre des échauffements un peu ludiques en place, donc à chaque fois que je veux que ça soit ludique, je laisse mettre ça en place par mes adjoints. Après, ouais, j'ai quelques situations que moi j'affectionne. Tout dépend un petit peu le thème de la séance, mais en partant sur voilà des choses assez simples. J'ai pris ma plaquette au cas où, je sais pas si on va bien voir, mais ça peut être intéressant. Mais Bah, imaginons une situation d'échauffement sur de l'adresse. Tu vois, quel ce serait ton exercice, on va dire, favori? voilà, moi, si tu veux, sur de l'adresse, je suis beaucoup sur bon, quand tu gères des joueuses pro, je suis beaucoup dans les concours. Voilà, soit par deux ou par équipe quand tu fais tes deux équipes de 5.
tu fais beaucoup de concours parce que c'est ce qui permet de monter vite en cardio et à la fois tu atteins ton objectif de travail d'adresse, quoi. Voilà. Donc, bon, après, nous, on a l'avantage d'avoir des outils comme la machine, la Gun 8000 qui renvoie les ballons. Donc, le travail d'adresse, on le fait aussi à d'autres moments, pas spécialement dans des séances. On n'intègre pas forcément en séance, c'est toujours des extras ou dans le travail individuel. Euh, donc, j'ai une situation que j'aime bien, par exemple, pour passer pas travailler, mais c'est pour travailler sur les fondamentaux, par exemple, pré-collectif. On parlait tout à l'heure de la situation là, de driver là et de venir ouvrir les angles de passe. Je sais pas si on voit bien là. Mais Oui, oui. Évoluer, c'est-à-dire que sur toutes les situations de drive ici, voilà. Donc je fais remplir le 0 degré, donc forcément on trouve la situation de drive and kick, et puis après je fais remonter cette jauge-là, et là on a un deuxième et troisième joueur avec ballon. Là, cette colonne-là, on n'a que des joueurs avec ballon, et forcément, donc là tu peux faire varier tes finitions, ça peut être du attraper, tirer, attraper, driver, et après ce deuxième joueur, après avoir fixé, passé, ben, et alimenté d'un deuxième ballon, et de la même façon tu fais finir ce joueur-là comme tu le veux, avec soit un attrapé tiré ou un attrapé joué. C'est toi qui choisis un petit peu après tes situations. Et puis après, tu peux le faire à 3. À 3, bon, bien sûr, après, les joueurs, ils changent de colonne. Voilà, pour être un coup sur le travail de fixation passe et un coup sur le travail de capter. Et à 3, tu fais un peu la même chose. Voilà, tu fais ça, ça. Là, tu mets le ballon. Tu mets le ballon derrière ici. Donc, ça fait 3 colonnes. Et donc, tu as la même chose, tu fais attaquer ici, tu fais remplir 0 degré. C'est selon tes principes après à toi. Hein. Là, tu cherches à fixer, passer, puis tu fais venir ce joueur-là pour recevoir une extra passe. L'extra passe, bah, pareil, tu fais finir ce joueur comme tu veux. Et puis après, tu gardes des continuités, c'est-à-dire que là, bah, tu fais couper pour que ce joueur vienne recevoir ce ballon-là et tirer. Et lui, après son extra passe, tu fais couper à l'opposé pour qu'il reçoive le ballon de la colonne centrale et tirer aussi. Donc c'est une situation qui te permet à la fois d'avoir de l'adresse et en même temps bah, du travail de fondamentaux pré-collectifs, voilà, selon un peu le thème de séance que tu veux aborder derrière. Et après, ben, c'est des situations que je fais évoluer vers du 1 contre 1. C'est-à-dire que là, ici, là, mon attaquant, là, je vais mettre un défenseur dans une aide positionnelle. Et là, donc, je fais attaquer ici, je fais venir ce joueur-là dans une aide active pour empêcher ce joueur-là d'aller marquer un lay-up. Du coup, ben, on recherche une passe ici, donc sur un drive and kick. Et après, bah, tu as deux choix possibles. Soit lui, tu le fais revenir sur un close-out sur ce joueur-là qui vient de capter la balle à 0 degré ou ailleurs selon tes principes. Et puis là, il est dans un travail de lecture en fonction du niveau de reprise du défenseur, soit attraper, tirer, soit attaquer. Mais tu peux aussi le faire différemment, c'est-à-dire que quand ce joueur-là est venu dans l'aide active pour stopper le porteur de balle et qu'il a passé la balle, et ben tu le fais lui se démarquer. Donc là, tu es sur un autre travail, où lui, tu dois venir sur une aide active et puis après, ben, contester le déplacement, contester la ligne de passe, voilà, donc travail de démarquage, recevoir le ballon et jouer ton 1 contre 1. Lui, tu peux après aller le faire dans différents espaces. Donc, tu vois, d'une situation qui au départ est très générique, et ben, j'arrive à, tu vois, sur une situation de 1 contre 0 tir, 2 contre 0, à aller sur du 1 contre 1 et tu peux faire évoluer jusqu'au 3 contre 3. Quoi. Génial. Merci de nous avoir fait part de ça. Voilà, j'ai une autre situation quand tu parlais, Gauthier, tout à l'heure de 2 contre 0. J'ai une situation que j'affectionne bien, c'est quand je mets mes intérieurs ici avec un ballon par joueur. Là, je mets mes extérieurs, tu vois, ici, puis je fais un travail de démarquage. Là, on transmet la balle après démarquage sur un joueur extérieur, et puis l'intérieur va poser son écran. Ok, donc là, tu fais toutes les sorties d'écran possibles et inimaginables. Tu fais finir qui tu veux. Tu peux faire finir l'intérieur dans un roll, dans un pop, dans un flair. Tu peux faire finir le joueur extérieur dans une attaque en dribble. Et puis après, derrière ici, tu as tes autres joueurs extérieurs qui ont un ballon, qui vont donner un deuxième ballon. C'est-à-dire que bah, si là, il y a eu pick and roll, tu as donné le ballon à l'intérieur dans un roll, hop, tu refais démarquer, hop, tu reçois la balle, tu as un tir. Et tu peux faire ça sur chaque quart de terrain. Voilà, en retardant un petit peu les départs, tu arrives à avoir tout un travail de tir et à la fois de fondamentaux pré-collectifs autour du pick and roll. Et là, tu peux imaginer toutes les sorties, hein. Sorties
derrière sur step out, sur une inversion, sur un ice, sur un stické glissé, tu peux imaginer plein de choses, quoi. Voilà, messieurs. Mais merci en tout cas. Merci en tout cas de tes schémas et de nous avoir donné ça. Gauthier, tu as une remarque d'Arnaud Quentin. Il te demande si tu bois vraiment de l'eau dans une shop à bière. Oui, oui. Non, c'est pas de l'eau, c'est du shot. C'est du USML. Voilà. Une petite pub. Voilà. Alors, il nous reste deux questions. La première, c'est, on va dire que c'est une question vraiment personnelle. C'est qu'aujourd'hui, est-ce que vous auriez la volonté de prendre une place de numéro 1 quelque part? Ou est-ce que votre rôle dans le staff vous convient et vous permet de vous épanouir? Kevin? Bah, moi, pour le moment, elle me convient bien. Encore une fois, je l'ai dit, j'ai un poste sur un pôle sport à côté, donc pour le moment, c'est le complément parfait. J'ai de la formation toute la semaine. Et à côté de ça, j'ai la compétition, et j'ai la recherche de la performance en championnat avec la NM1. Donc, pour le moment, elle me convient bien. Rachid? Ouais, moi, c'est pas du tout Toi, mon toi, projet. Mm. Ouais, moi, je suis, bon, après, je suis déjà coach principal d'une équipe. Après, sur l'équipe Exactement. c'est pas dans mes projets. Et puis, moi, j'ai certaines valeurs. Je veux dire, aujourd'hui, si je suis en équipe de France, c'est grâce à Valérie Garnier. Donc, voilà, et je lui suis et à la fois fidèle et loyal. Donc, à aucun moment, je veux dire, je m'intéresse au poste de numéro 1. Voilà. Moi, j'apprends tous les jours au sein de l'équipe de France. Je le réinvestis dans mon travail au club, mais j'ai pas ni la vocation, en tout cas aujourd'hui, et le projet de faire autre chose déjà de bien faire mon travail d'adjoint en équipe de France, ça sera une satisfaction. Gauthier? Je pense que tu as des coachs qui veulent, tu vas pas être coach pour pas avoir la pression, qui n'arrivent pas à subir la pression. Après, je pense que tout rôle d'adjoint veut être numéro 1. Après, comme l'a dit Rachid et Erwin, je pense que le plus important dans ce métier, c'est la loyauté. Je pense qu'il y a trop de, on va dire On sort de couteau. de petites dans le dos qui sont déjà bien là pour cirer le banc, scier la branche du coach qui est déjà en place pour prendre sa place. Donc je pense que si on va dire s'il y a un poste de numéro 1 qui doit s'afficher à moi par exemple, plus tard, c'est vraiment sur la loyauté et avoir le cul propre. Parce qu'à un moment, comme on dit, il faut être capable de se voir le matin devant le miroir, quoi. Si tu sais que t'as ce poste-là parce que tu es compétent, c'est mérité. Mais non, si tu as ce poste-là parce que tu as coupé la branche du gars qui était avant toi, je sais pas comment les gens peuvent se voir dans le miroir avant. Ouais, Totalement. Et toi, Erwin? je dis Gauthier parce que euh, comment dire, moi dans mes expériences, j'ai toujours dit à mes assistants, de toute façon, c'est quoi la durée de vie d'un coach principal dans un club? Euh, Rares sont les coachs qui restent plus de 5 ans aujourd'hui dans un club. Donc voilà, je vais faire mon temps dans ce club-là. Toi, profite de ce temps-là pour progresser, pour un jour, voilà, un jour pouvoir prétendre à cette place-là. Mais il faut le faire honnêtement, je veux dire, il faut le mériter. Et moi, je serais ravi, en tout cas, le jour où je dois partir, que ça soit l'entraîneur adjoint avec qui j'ai travaillé qui prenne le relais. Je veux dire, parce que ça veut dire que tu auras fait travailler aussi. Notre rôle aussi à nous en tant que coach, c'est pas simplement, bon, même si bien entendu, le plus important, c'est de gagner les matchs et tout ça et tout, de faire monter une équipe, pas faire descendre une équipe, de respecter des objectifs de résultats. C'est aussi un moment peut-être de former des gens. Voilà, comme on essaie de former des joueuses, pourquoi pas aussi avoir ce projet de former un entraîneur adjoint, devenir aussi un entraîneur principal un jour, quoi. Je sais c'est ce qui s'est passé dans certains clubs de pro, et moi je trouve ça plutôt bien. Plutôt bien. En Ligue féminine, on le voit pas trop, mais moi je serais ravi le jour où je dois partir, par choix personnel ou par la force des choses, que ce soit mon entraîneur adjoint qui récupère le spot. Mais par contre, il faut le faire de façon honnête, quoi. Et toi, Erwin? Bah, moi, en fait, j'ai travaillé avec quelqu'un qui m'a expliqué qu'il y a deux assistants quand tu veux devenir numéro 1. Tu as le lanceur de couteau et le mec qui suit le bon chemin, comme expliquait un peu Rachid et Gauthier. Je pense qu'on a tous vocation à monter d'un step.
mais qu'il faut pas brûler les étapes. Un jour, je voudrais être numéro 1 comme tout le monde, hein, c'est humain, mais comme je l'ai expliqué, il y a des valeurs, il y a des certaines façons de faire, et je préfère être numéro 1 parce que je l'ai mérité et que je suis allé chercher ma place et que j'ai pas trahi quelqu'un que d'être numéro 1 en faisant un coup par derrière. J'ai eu la chance des peu de fois où je suis arrivé numéro 1 dans ma petite carrière de ne pas avoir fait de coup dans le dos. Toujours avoir accompagné, que je sois d'accord ou que j'apprécie ou pas la personne qui était devant moi. Je suis toujours arrivé là où je suis sans faire de coup dans le dos et je trouve que c'est une fierté parce que ça n'a pas d'intérêt de faire des coups dans le dos, quoi. C'est un truc qui me, qui ne me ressemble pas. J'en vois au quotidien et je trouve ça me débecte. Voilà, je ne Ouais, sais pas comment on peut être comme ça. je valide à 200% là. Dernière question, et ça va être la conclusion. Quelles seraient pour vous les 3 qualités, donc on en a évoqué énormément pendant le live, les 3 qualités que vous ressortiriez pour qu'un assistant, un entraîneur adjoint performe? Kevin, 3, s'il si fallait en tu devais, sortir que 3. si tu devais en sortir que 3, ouais. Moi, je dirais la première, c'est pour faire une petite dédicace à Erwin, c'est l'adaptabilité. Être capable de s'adapter à n'importe quelle situation, à ton staff, à l'environnement, à tout ça. Travailleur et force de proposition. Gauthier, Premier, je dirais loyal. Deuxième, travailleur. Et troisième, on va dire adaptabilité. toi, Erwin? Divorcé ou célibataire? Non, je rigole. C'est la petite blague. Non, plus sérieusement, loyal, empathique et travailleur. Et toi, Rachid? Voilà, bah, elles ont déjà toutes été dites, hein. Je vais rajouter insomniaque. C'est ça. Non, non, mais bien entendu, c'est être dans les savoir-être que le coach attend, être dans le savoir-faire que le coach aussi attend. Après, ouais, c'est plus des valeurs, loyauté, fidélité, on va dire. Après, c'est dans l'empathie pour moi, c'est aussi essentiel. Voilà, donc non, non, bah, elles ont déjà été dites. Je vais pas, on va pas en faire une liste exhaustive. Si déjà on arrive à respecter celle-ci, ça sera déjà pas mal. Excellent. Avant de vous remercier, j'en profite pour vous annoncer le live du 10 juin qui sera à 17h où on évoquera la boîte à outils de l'entraîneur. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre dans notre boîte à outils pour pouvoir se construire. On aura Christophe Denis, Thomas Druot et David Bonnel. Et on en attend d'un dernier intervenant. Donc voilà, on aura 3 encadrants pour cette thématique-là. En tout cas, je vous remercie les gars d'avoir accepté l'invitation et c'était un bon moment qu'on a passé. Voilà. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Pas de souci. Merci bien.